Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Jean-Charles Dupuis. Merci, bonjour d'être là ce matin. Bonjour, Bonjour. Marie-Dorée. Alors, on se connaît depuis quelques années tous les deux. On a Ouais, partagé la fête à l'époque où c'était la fête. ouais, ça swingait, comme on dit. Voilà. Toi, t'étais DJ, moi je dansais beaucoup. Ouais, ouais, longtemps. Et, et oui. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve tous les deux clean and sober, comme on dit en anglais. Et en plus, tous les deux faisant partie d'une association, j'en profite pour envoyer un gros cœur à William Lovenstein, qui s'appelle SOS Addiction. Et tous les deux très actifs là-dedans. Alors, avant même de commencer l'interview, je t'ai demandé de ton autorisation. J'avais très envie de lire 2 pages de ton livre que j'ai dévoré, que je recommande, hein, puisque c'est une chaîne qui s'adresse aux gens qui ont des addictions ou qui en souffrent, parce que ça m'a beaucoup touchée. Tu ne parles pas, c'est pas ma vie, mon œuvre, quoi. C'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Donc je vais lire les 2 premières pages, avec ton accord. D'accord, Collé dans cette baignoire, je viens de toucher le fond. Mes épaules me font mal. J'ai les mains liées dans le dos, ligotées, coincées entre mes reins et cet émail glacé. Des fils électriques me tiennent les chevilles, ceux qu'ils m'ont attaché pour me foutre là-dedans, en slip et en chaussettes. Je vois mes longues cannes osseuses, mes genoux trop saillants, mes cuisses pâles et poilues. Je suis d'une maigreur christique. Un gros ruban de scotch me barre le bas de la gueule. Mes mots s'y amalgament. Je n'ose même plus grogner. Ne pas faire de bruit, ne pas attirer ces types. Ils m'ont prévenu en braquant leurs flingues. Mais le temps passe et j'ai froid, j'ai peur. Le petit jour s'estompe et le silence demeure épais, palpable, mauvais. Tout s'est tu. Pourquoi? J'ose un geste. Ma peau couine sur l'émail. C'est le seul bruit qui vient. Le crissement de mon cul sur le fond de cette baignoire. Que se passe-t-il derrière la porte de la salle de bain? Je pense à mes potes de l'autre côté. Le pistolet sur la tempe de Moutet, les 2 types accroupis sur Pierre, ficelés comme un goré, la même question sans doute. Où est la cam? Le mur dégouline de blanc sale, j'écoute, j'observe. Pas de bruit dans l'autre pièce, même pas un vague râle comme ceux que je pourrais émettre sous ce scotch qui me bâillonne. Rien. C'est peut-être ça le pire, le néant de ce moment. Comme une chute dans le vide, je me souviens d'une phrase de Dostoïevski. Je suis un homme ridicule. Maintenant, il m'appelle fou. J'y suis. C'est moi. Ridicule parce que je suis venue ici pour cette merde de cam, pour un frisson chimique avant d'aller me coucher. La drogue me rend dingue, elle m'a fait perdre pied. Je vais peut-être mourir dans cette sinistre baignoire et mes 2 potes aussi. Je m'en veux tellement. J'ai les gouttes de sang, j'ai vu les gouttes de sang s'écouler sur mon torse, quelques perles liquides tomber de ma narine droite, ou du moins ce qu'il en reste à force de sniffer. J'en ai plein le torse maintenant, la peur à fleur de peau, le froid qui me hérisse, et après ça, le manque. Il faut pas que ça revienne. Le manque est mon cauchemar. Je l'ai déjà subi. C'est la mort qui s'annonce, une souffrance décuplée, celle qu'on sait, qu'on sent. Depuis combien de temps suis-je ficelée ainsi? 1 heure? 2 heures? À quand remonte ma dernière ligne d'héroïne? Il faut pas que ça revienne. Je préfère crever là plutôt que d'éprouver le frisson sinistre. C'est trop dur. À l'aide, je m'agite, je fais du bruit, je m'en fous. J'y tiens plus. Je suis comme une anguille prise d'un sursaut de vie. Je peux m'extirper de là. Je tire sur mes poignets. En vain. Je pousse sur mes jambes. Merde! Je prends appui sur le rebord d'en face, sous les robinets.
Je vais sûrement y arriver. Faut que je me sorte de ce piège ridicule. J'ai pas envie que les flics me retrouvent là. Je les imagine déjà l'annoncer à ma mère. Madame, on a retrouvé votre fils, Jean-Charles, tout au fond d'une baignoire. Une sombre histoire de drogue. Faut absolument que je m'extirpe de là. Une balle, plutôt que la honte. Bravo, voilà. C'est gentil. Maintenant, le Jean-Charles d'aujourd'hui. Alors, j'ai pas spoilé le livre. Si vous êtes jeune, lisez-le. Moi, j'ai une fille de 22 ans qui est folle des années 80. On est dans Pigalle, on est dans... Et c'est pas que ma vie, mon œuvre. Il y a il y a un vrai questionnement, j'ai trouvé dans ton livre, avec des petits passages intelligents sur papa, son absence, sans que ça soit trop psychologique. Enfin, j'ai adoré. Donc, le Jean-Charles d'aujourd'hui, qui va faire la réouverture du Bus Palladium en tant que DJ. Oui, enfin, en tant que DJ, Ouais. pas vraiment. Si tu Non. veux, je suis plutôt là aujourd'hui comme Ouais. conseiller, on va dire, conseiller musical. J'ai passé un petit peu la main, tu sais, j'y suis resté près de 20 ans. Donc, 20 ans, c'est long. Donc, avec toute cette aventure qui m'est arrivée, malheureusement, d'addiction assez forte et violente, où j'ai eu quand même mis pas mal de temps à m'en sortir. Et donc, on va dire que je suis resté un petit peu dans l'image du club, puisque j'y suis resté longtemps, et surtout résident, ce qui voulait dire quelque chose à l'époque. Aujourd'hui, les DJ font beaucoup de ce qu'ils appellent des sets, ils jouent 1 heure, 2 heures, et puis après, c'est un autre qui prend le relais. Moi, j'étais là-bas tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, 6 jours sur 7. Donc, il y avait, enfin, je pense avoir créé là-bas une identité musicale qui m'avait déléguée par l'ancien DJ qui s'appelait Sergio. Et en fait, voilà, c'est cette image-là du club qui va réouvrir aujourd'hui que j'aimerais qu'il perdure. Donc, il va y avoir des DJ, ce sont des nouvelles équipes. Moi, je suis plutôt là comme conseiller d'organiser des concerts, des choses comme ça. Alors, je vais peut-être faire une nuit exceptionnellement mais je ne serai pas le DJ du Bus Palladium. Enfin, j'ai d'autres activités, entre autres SOS Addiction. Tu fais bien de me reprendre parce que je ne pensais pas DJ, je pensais directeur artistique. Oui, il y a un petit peu de côté comme ça, mais bon, tu sais, aujourd'hui, toutes ces formes un petit peu ronflantes de directeur artistique ou de choses comme ça, tout le monde l'est et en fait, fait pas grand-chose. Moi, je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice de manière assez modeste, mais j'aimerais bien que ce club reste ce qu'il a été, qui pourrait continuer à devenir, puisqu'il n'y a plus d'endroit vraiment rock à Paris. Il n'y en a même pas. Donc, c'est une vraie opportunité à travers un très bel hôtel. Qu'ils ont créé une discothèque absolument magnifique. Les gens vont être extrêmement surpris de voir cet endroit qui est vraiment magnifique. Voilà. Mhm. Oui, oui, oui. Avec Lenny Kravitz qui sera là. Alors, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Pour l'instant, tout ça, c'est encore parce que il y a des soucis, parce que depuis l'aventure terrifiante de Grand Montana, en fait, tout ce qui concerne les commissions de sécurité c'est extrêmement drastique sur ce qu'ils demandent comme norme. Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'idée d'ouverture. Ça devait là être là maintenant, là, au moment où je te parle, ça doit être les prochains jours, mais on est un petit peu sous la coupe de cette commission de sécurité. Enfin, j'espère que ça devrait ouvrir au mois d'avril avec des concerts, mais pour des artistes tels que Lenny Kravitz ou autres, ce sont des gens qui ont des plannings absolument incroyables et donc ça se fera peut-être, en tout cas pas pour le moment. En tout cas, il y a d'autres artistes, dont un qui me tient beaucoup à cœur. On croise les doigts, le Bill Labonte qui doit Oh, passer wow. le 23 avril. Voilà. Mais bon, tout ça, c'est encore en suspens. Donc, tu es la première à le savoir. Bon, ben, c'est gentil. Mais ça, pour le moment, ça reste très suspendu. Voilà. Ok. Alors, cette chaîne que j'ai créée sur YouTube, j'avais pas envie de faire une chaîne où je parle toute seule de ma vie, mon œuvre et où, voilà, je voulais avoir des invités de qualité et je te remercie d'être le premier Ouais, c'est parce que, gentil. parce que je trouve que c'est important de parler du clean and sober comme tu l'as connu et moi, c'est-à-dire que le Canada, ça t'a beaucoup aidé, donc une approche anglo-saxonne
William Lowenstein avec sa clinique, l'approche Palo Alto, tout ça, où on n'a pas, on a compris qu'on est malade, on n'est pas des mauvaises personnes en train d'essayer de se bonifier, on est malade, d'accord? Ma première question par rapport à ce que je viens de lire, c'est parce que tu parles de fond dans ce que j'ai lu, en tout cas c'est ce que j'entends. Donc pour toi, quand est-ce que la fête, ça devient une prison pour toi? Bah, comme dit très bien William, hein, il y a la lune de miel et la lune de fiel. Mm. Donc, si tu veux, après, c'est chacun sa propre histoire et tu le sais très bien, on a tous des cerveaux différents qui Bien fonctionnent sûr. différemment et qui sont de toute façon, c'est vraiment moi ce que je vois avec les patients avec lesquels je peux travailler, ils ont tous la même chose, c'est-à-dire une hyper-émotivité, une hypersensibilité, une hyper-culpabilité. Un jour ou l'autre, ce qui était mon histoire, c'était vraiment ça. Donc, moi, j'ai rencontré les produits à travers, je le raconte un peu dans le bouquin, si tu veux, ça a été vraiment une histoire d'amour avec quelque chose qui a fait que je me suis senti terriblement seul à traverser ce moment-là. Et puis, dans ces endroits, comme il y a aujourd'hui pour tous les jeunes d'aujourd'hui, avec l'ubérisation de la cam, si tu veux, on est dans quelque chose où moi, j'avais à profusion tout type de produits, où les gens venaient me proposer de la cam au lieu d'acheter une cassette. J'ai tenu pendant longtemps, et puis un jour de faiblesse, j'ai voulu essayer. Et dans cet essai, si tu veux, contrairement à d'autres, au lieu de me casser la tête, ça m'a simplement apaisé. Mhm. Mhm. Donc apaisé, ça veut tout dire, si tu veux. J'ai senti que tout ce que j'avais, ma culpabilité, le reste, s'est évanoui en une seconde. Donc je me suis dit, c'est pas mal ce truc. Mhm. Mhm. Et à partir de ce moment-là, ben voilà, j'étais parti dans quelque chose qui était compliqué. Voilà. Mhm. Alors tous les deux on fait le même métier, on est counselor, c'est pas vraiment un métier qui existe en France, on accompagne des addicts et leurs familles. Moi j'ai remarqué quelque chose que j'ai trouvé dans ton livre, c'est-à-dire, et que Laurent Carilla souligne très intelligemment dans son podcast Addiction quand il interviewe ses invités, c'est-à-dire une un sentiment de ne pas être à sa place dans l'enfance, dans l'adolescence, et souvent un parent déficient. Enfin, je ne fais pas le procès de nos parents, mais souvent un problème d'attachement donc, et d'abandon. Est-ce que tu as remarqué ça toi aussi? Alors, me concernant, je dirais pas ça forcément. C'était en fait, je trouvais pas forcément la place que j'aurais dû avoir. Mon père est parti très jeune. Mon père est parti quand j'avais 9 ans. Je l'ai ressenti plus tard. Je l'ai ressenti plus tard parce que ma mère était extrêmement présente. Euh, et mon père souffrait de la même chose, de culpabilité, donc il a essayé, mais bon, dans les divorces, c'est toujours très compliqué quand il y a des histoires douloureuses. Donc j'ai pas pu voir mon père pendant des années. Je pense que c'est ça qui a fait. C'était pas une déficience de l'un ou de l'autre. Je pense que c'est plus la. Mon père était un être exquis, délicieux, gentil. Ma mère, c'était un amour aussi. Mais ce qu'il y a, je pense que surtout, ils savaient pas faire avec leurs enfants réellement. C'est-à-dire, ils m'ont laissé la plus grande liberté et peut-être que j'aurais eu besoin peut-être d'être un peu plus dirigé, alors que j'ai été très très vite confronté à moi-même. Alors, peut-être bien au début, mais après, j'avais plus ces repères qui auraient été peut-être nécessaires à un moment. Donc, vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé un petit peu à tout essayer, hein. Mais suis d'accord dans ce que tu dis par rapport à Laurent Carilla, bien évidemment. Bien Alors, évidemment. je parle pas de déficience de parents, je ne sais pas si je retrouverai le passage là, mais dans ton livre, tu parles du fait que tu ne vois plus ton papa et que tout à coup, il réapparaît dans ta vie. Et il y a cette espèce de, c'est ce dont je parle dans une conférence que j'ai faite pour TEDx, qui s'appelle la A, trait d'union, diction. Il n'y a Mhm. pas de diction, on n'explique rien. L'enfant ou le jeune adulte ou l'adolescent est amené dans des situations comme ça où il est mis devant le fait accompli et où il n'y a pas... Tu as tout à fait raison, mais c'est ce que je te disais en exergue, c'est que je pense que mon père était tellement pétri de culpabilité qu'il n'avait absolument pas les mots
Moi, je me souviendrai toujours, il est arrivé avec un ballon de rugby, il me l'a donné, il m'a embrassé, m'a serré, mais il m'a rien dit d'autre. C'est ça. Donc, effectivement, oui, 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 je suis d'accord avec Et toi. tu dis dans ton livre, si je me souviens bien, ça m'a fait du bien de lui dire bonjour papa, d'utiliser Papa, exactement, voilà. ces Ne mots. serait-ce que le mot, Oui, 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 bien oui, sûr, oui, oui, bien sûr. oui, oui. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui écoute là cette interview, qui se dit tiens, moi aussi, je fume un peu, je sniffe un peu, euh, qu'est-ce que tu dirais à un jeune aujourd'hui par rapport à la fête? Voilà, parce que moi j'ai pas mal de jeunes aussi. J'en ai un là qui a 20 ans, qui a 1 an d'abstinence. C'est compliqué pour lui de sortir avec ses potes et de pas fumer un pétard, de pas faire une ligne parce que tout le monde le fait. Et en même temps, j'ai le ressenti qu'il y a une espèce de nouvelle vague de jeunes qui boivent des mocktails et qui ont compris qu'on n'est pas obligé de se péter la tête pour sortir. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes? Tu sais, c'est assez compliqué en fait. Je pense c'est quand on rencontre les personnes, si tu veux de parler des jeunes en règle générale, ce sont toujours des cas particuliers parce que chacun a sa façon de fonctionner et tu le vois toi aussi, je Ouais, pense très vite comment il fonctionne et à partir du moment où il fonctionne d'une certaine manière, de leur indiquer une façon de faire ou tout au moins leur donner des outils, c'est pas forcément la bonne chose. Moi, je parle d'expérience. William m'a appris ça, c'est-à-dire chacun a ses propres expériences et un jour on va rencontrer ou pas le produit. Le produit va, comme pour moi, à un moment calmer quelque chose. Pour d'autres, ça va être la défonce pure et dure. Pour d'autres, ils vont s'en extraire tout de suite parce qu'ils vont perdre le contrôle. Donc c'est avant tout, je dirais, c'est pas mettre de l'intelligence, mais d'être en phase avec ce qu'on veut réellement. hmm. C'est-à-dire, Oui, est-ce qu'on peut aller boire deux, trois verres, pourquoi pas? C'est pas moi qui vais dire. La seule chose, si on ressent cette fragilité qu'on veut le plus, hmm. c'est à partir de ce moment-là que ça devient dangereux. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut essayer de se protéger. Parce que tous les produits qui existent aujourd'hui, tu le sais bien, sont de plus en plus dangereux, de plus en plus dosés. Le cannabis n'est plus ce qu'il était. Le taux de THC aujourd'hui est monstrueux. Les drogues de synthèse ont fait un dégât, mais invraisemblable, l'ubérisation de tout. Donc c'est compliqué pour un jeune aujourd'hui de faire son chemin là-dedans. Donc il y a des gens, heureusement, comme toi, il y a l'Exapa, il y a des gens formidables, il y a beaucoup d'entraide que nous n'avions pas à l'époque. C'est-à-dire, avant, il fallait partir en Belgique, il fallait aller au Canada, il n'y avait rien en France, il y avait juste Marmottan, et c'est tout. Et on ne pouvait pas y accéder. Donc aujourd'hui, c'est avant tout, dès qu'on ressent quelque chose qui fait que notre propre comportement commence à changer, il faut pas attendre. Il faut tout de suite demander de l'aide, tout de suite. C'est là où ça va se jouer. Parce que aller, tu sais très bien, aller vers le plus amène encore le plus. Oui. Et puis l'addict, il va pas vers le plus que avec le produit, il va vers le plus dans tous les domaines de sa vie. Un, c'est bien, mais 17 000, c'est Exactement, mieux. Mhm. Et il y a cette fameuse mauvaise gestion des émotions où c'est souffrant, en effet. bien sûr. J'ai une question par rapport aux familles, parce que je pense enfin, je trouve que je l'entends pas assez. J'entends pas assez d'interviews qui parlent de ça. La prise en charge des familles, c'est-à-dire, moi, j'ai parfois, pas très souvent, mais une maman qui m'appelle et qui me dit, je vous appelle pour mon petit garçon. Et quand je demande quel âge a le petit garçon a 30 ou 40 ans. Euh, que faire dans ces cas-là? Que fais-tu dans ces cas-là? C'est toute la problématique de l'histoire qui existe entre une maman et son fils ou d'un papa, ou etc. C'est très compliqué. C'est-à-dire où est-ce qu'on met le curseur du travail que l'on peut faire avec la personne en question, le patient, et d'essayer de donner des infos qui soient le minimum. Quand on fait, quand un psychologue classique ou un psychiatre classique,
il y a le respect du patient, c'est-à-dire on ne va pas trop donner d'informations. Alors bien évidemment, les familles vont essayer de se retrouver auprès de patients experts, de thérapeutes, de counselors ou de choses comme ça. C'est très compliqué parce que on se trouve dans une position où il faut pouvoir dire à la famille, ne vous inquiétez pas, les choses se mettent en place. Moi, je pars du principe que ça va toujours, dans la plupart du temps, être long. C'est un processus long. À partir de ce moment-là, qu'il y a des évolutions qui vont se faire chez le patient. Et que ces évolutions, il faut bien comprendre que ce n'est pas une maladie classique où on va opérer un bras et on va mettre un plâtre et puis dans 15 jours, c'est terminé. Là, c'est la maladie des émotions. Donc, ça peut être très variable. Donc, c'est plutôt rassurer la famille dans ce qu'on connaît, nous, des addictions, mais ne pas trop les amener par rapport à l'histoire que le patient est en train de vivre avec toi ou avec qui que ce soit. Oui, oui. Non, mais j'ai du mal à m'exprimer parce que là, là, tu parles d'une maman qui m'appelle pour me demander comment va son fils que je suis en train d'accompagner. Là, dans ce cas de figure, je réponds que je ne sais pas de qui elle parle, que je suis liée par la confidentialité. Voilà, Et exactement. voilà, ça c'est... Alors j'ai du mal à m'exprimer. Je parle de la maman qui m'appelle pour prendre rendez-vous pour son petit garçon. Voilà. Ah Et, oui, bah et là, voilà. 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 Et là, en général, bon, que fais-tu, toi? moi, je renvoie vers un confrère, toujours. D'accord. Ok. Je renvoie vers un confrère parce on ne peut pas, mais je dirais mélanger les deux. Pour moi, hein. Alors Si tu non, veux comprendre. j'ai dû encore mal m'exprimer. Le petit garçon, je ne l'ai pas encore reçu. Elle m'appelle pour prendre, Ah, pour que d'accord. je puisse recevoir son petit garçon parce qu'elle est codépendante et elle fait en fait tout ce que les gens de la famille font qui empêche l'addict de se rétablir, c'est-à-dire qu'elle prend les rendez-vous pour lui, elle appelle son travail quand il y va pas. Voilà. Donc Ah, là, je comprends mieux, mais voilà, pardon. à ce moment-là, il faut être comme tu l'as dit, c'est-à-dire bien séparer les choses, c'est-à-dire la recevoir, pourquoi pas, mais après mettre les choses en place de façon à ce qu'il n'y ait pas une corrélation entre elle et son fils qui soit trop importante. On a eu aussi ce genre de choses, nous, à la clinique Montevideo, où la maman demandait à dormir avec son fils qui avait 40 ans. Mais oui, mais oui. Ça s'appelle le trouble de l'attachement. Voilà, moins qu'on puisse dire. Hein, il peut être sérieux ou moins sérieux. Euh, c'est vrai que moi, c'est cette formation américaine que j'ai. D'abord, j'ai un courrier que j'ai préparé qui s'appelle Le dépendant s'adresse à ses proches. C'est-à-dire, Mhm. euh, ne me sermonnez pas, ne m'en voulez pas, vous ne seriez pas fâché avec moi si j'avais un cancer. L'addiction est une maladie reconnue par l'OMS. Et puis aussi, arrêtez d'accepter mes promesses, je ferai n'importe quoi pour me tirer d'affaire. Voilà. Je leur envoie cette lettre par email qui me rappelle ou qui me rappelle pas. Et puis, je leur donne les adresses de codépendants anonymes. Parce qu'avec Zoom aujourd'hui, en leur faisant comprendre que le petit garçon est malade, mais que eux, ils ont une maladie aussi. Enfin, que ça les a affectés, quoi. Et voilà. Cette prise en charge qui manque, je trouve, en France. Dernière Oui, question oui, pour oui, oui. toi. Ok. À moins que tu veuilles qu'on parle d'autre chose, Non, 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 et non, pas non, que je ça soit t'écoute. trop long non plus. Moi, j'ai trouvé mon clean en France et ensuite j'ai passé 14 ans aux États-Unis où quand je vais quelque part et que je dis No, thank you, I'm not drinking, on me dit quasiment à 99,9% des cas, Oh, you're in recovery. How wonderful. Je traduis. Mhm. Oui, Je ne oui. bois pas et je traduis pour ceux qui ne parlent pas anglais et on me répond, Ah, vous êtes dans le rétablissement, mais c'est trop bien. Voilà. Or, en France, quand je dis je ne bois pas, quand je vais avec mon mari qui va souvent à des cocktails, le truc le plus dur à trouver, c'est l'eau. Déjà, il n'y en a pas. Et quand je dis je ne bois pas, en général, celui qui est très intéressé par le fait que je ne bois pas me pose 10 000 questions. Et quand moi je m'en fous de mon anonymat, à un moment donné je dis maintenant je suis alcoolique, c'est un gros mot. Je Mhm. vois la personne qui fait un bond et parfois je parle même à des médecins qui me disent mais vous êtes sobre aujourd'hui donc vous étiez alcoolique. Euh, je trouve que Enfin, qu'en penses-tu en France de ce regard
Encore Alors, plus fort. je pense qu'il a un petit peu changé quand même au fil du temps. Je pense qu'il a un petit peu changé. Je pense que les nouvelles, justement, les nouvelles générations, ceux qui ont maintenant, justement, entre 20 et 30 ans, ou même plus jeunes, il y a un peu plus de détachement par rapport à toutes ces questions. Ça reste généralement sur des gens qui sont d'une génération qui ont entre 40 et 60 ans. Ils ont des a priori, des choses comme ça. Euh, En fait, si tu veux, on s'est toujours caché par culpabilité. Aujourd'hui, le fait de le dire d'une façon naturelle, ça renvoie chez l'autre quelque chose en disant, bah, vous avez un problème ou vous avez eu un problème. Alors que, effectivement, quand tu vas boire quelque chose ou tu bois un Perrier ou que, je dirais presque pour un homme, on n'aura pas forcément de. Mais pour une femme, ah, tu bois pas un petit verre, pourquoi? T'as y a un souci? Mhm, mhm, Non, mhm, non, bah, je bois pas parce que j'ai pas envie de boire, tout simplement. mhm. Écoute, je t'avouerai que j'ai pas été trop confronté à ça, trop D'accord. confronté à ça. Peut-être aussi parce que tu parles avec pas mal d'anglo-saxons ou de gens plus jeunes ou je ne sais pas. Oui, 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 exactement. La sobriété, c'est pas une punition pour moi, c'est un privilège. Tu peux me donner 3 points et on clôt cette interview sur pourquoi c'est trop bien d'être clean and sober aujourd'hui. Alors, c'est une vaste question, si tu Mm, veux. Moi, je suis parti du principe où je n'ai pas vraiment adhéré, si tu veux, mais je comprends que ça marche pour de nombreuses personnes, ce qui est les alcooliques anonymes avec les étapes, mm, etc. Moi, j'ai toujours été dans le désir d'abstinence. mm, mm, Donc, le désir m'a amené à ne plus consommer, mm, mm, à changer mes comportements, à essayer de réfléchir. C'est ce que je demande aux patients, c'est de réfléchir, mm. réfléchir un petit peu. Parce que les trois quarts du temps, et tu le sais très bien, ce sont des êtres extrêmement sensibles, intelligents, qui sont cortiqués, qui ont perdu les pédales à un moment. Donc, à un moment donné, ça leur parle. Et Mm. concernant ce que moi j'ai vécu, je ne regrette rien, parce que j'ai vécu des moments exceptionnels de ma vie quand j'ai travaillé la nuit. J'ai vécu aussi l'enfer, mais ce que ça m'a donné aujourd'hui, c'est une expérience de vie incomparable. Ce que je revois aujourd'hui, ce que je ne voyais plus, c'est-à-dire d'un coucher de soleil ou d'un arbre ou d'animaux ou de choses comme ça, ou de longues balades, ou de passer des moments qu'on oublie totalement avec cette addiction. Donc, c'est c'est incomparable de bien aller, tout simplement. Incomparable. Comme dit quelqu'un qui m'est très cher en Californie, il y a deux nouvelles avec la sobriété. La sobriété, comme tu dis, sobriety, c'est pas juste Mmh, pas boire ou juste c'est cette espèce de choix qu'on fait de prise de conscience. mmh. La bonne nouvelle, c'est que je vais avoir accès à mes émotions et la mauvaise, c'est la même. Mais je vais savoir les gérer. Mm. Ah, très bien, à retenir. Merci. Merci d'avoir été là aujourd'hui, Jean-Charles. T'es un grand cadeau. Je t'en prie, je te remercie à toi et bravo pour toi, ce que tu fais d'ouvrir cette chaîne et puis pour tous les gens qui en auront besoin. C'est une très belle aventure ce que tu fais. Bravo à toi. J'essaye de transmettre, c'est l'âge. Je t'embrasse et je te dis Embrasse. à bientôt. À bientôt, Marie Dorée. Au revoir. Bye.